dans un contexte d'information sur des nouveautés ou des nouvelles actions, outils ou contextes en ce qui concerne le solaire thermique collectif, voilà, par rapport notamment aux actions SOCOL et à l'environnement réglementaire également. Donc, juste pour vous resituer un petit peu dans le contexte de l'action, donc SOCOL est une initiative d'Enerplan, le syndicat des professionnels de l'énergie solaire. Depuis 1983, nous représentons la filière solaire en France. Donc cette filière, évidemment, au niveau du solaire, c'est à la fois la filière photovoltaïque et la filière solaire thermique. Et dans les deux applications de l'énergie solaire, notre mission, c'est de représenter nos adhérents et la filière en général. Donc des missions qui sont à la fois des initiatives propres au syndicat, mais également des initiatives qui sont accompagnées et soutenues par l'ADEME, comme c'est le cas, notamment pour SOCOL, donc dans le solaire thermique collectif. Cette initiative SOCOL, depuis 2009, elle est soutenue par l'ADEME et depuis 2013 par GRDF, donc dans un contexte à la fois de mobiliser les acteurs de la filière. Donc ça a été quelque chose d'assez, au niveau de la plateforme SOCOL, d'assez exponentiel, puisqu'on avait fin 2013 environ 300 membres et aujourd'hui on est quasiment 2500. Alors quand je parle de membres, ce sont des membres qui sont complètement, dont l'adhésion entre guillemets est complètement gratuite. L'accès au site SOCOL, il se fait de manière gratuite et il est ouvert à tout le monde. Et le petit plus qu'ont les personnes qui s'inscrivent, qui deviennent membres, c'est qu'en plus, ils sont abonnés à la newsletter, au flash info, et ils peuvent se connecter dans la partie membre pour avoir accès à certains documents de travail supplémentaires. Mais voilà, en dehors de ça, une personne qui souhaite s'informer sur le solaire thermique collectif et qui n'est pas membre peut avoir accès à tous les outils qui sont proposés par SOCOL. Donc les membres, ce sont toutes les personnes, tous les acteurs qui de toute façon vont être intéressés au solaire thermique collectif. Donc ça peut être des professionnels, des maîtres d'ouvrage, des institutionnels, et donc qui vont pouvoir s'informer sur les projets, comment monter un projet, quels sont les outils disponibles. Et la mission d'origine, la première de SOCOL, c'était de diffuser les bonnes pratiques et de faire monter la filière en compétences et ensuite de donner ces moyens aux acteurs d'avoir toutes les informations et tous les outils à leur disposition pour réussir un projet. Donc au fil des années, on a développé un certain nombre d'outils. On est toujours axé sur trois grandes actions. Donc au niveau technique, un groupe de travail, là aussi, où on a des acteurs sur toute la chaîne de valeur, à la fois des bureaux d'études, des exploitants, on a aussi des représentants de maîtres d'ouvrage, on a des installateurs, des institutionnels donc, qui participent à ce groupe de travail et qui ensemble vont développer des outils. Alors ça peut être des fiches techniques, des fiches pratiques, des fiches pédagogiques, des logiciels, des outils juridiques qu'on met à disposition. Donc c'est vraiment toute une gamme complémentaire pour vous aider, pour aider toute la filière à s'approprier et à réussir un projet. Et donc ces outils, évidemment, sont développés dans le cadre d'un plan de filière qui est accompagné par l'ADEME, au niveau national et au niveau régional. La communication, c'est mettre à disposition les informations, c'est informer, comme on le fait aujourd'hui, donc les acteurs, que ces outils existent et que vous pouvez les utiliser, ils sont pour vous. Donc au niveau régional, ça nous permet d'avoir ces actions telles qu'on peut avoir aujourd'hui avec les directions régionales de l'ADEME pour avoir aussi des échanges un peu plus proches du terrain, de vous, avoir cette mission d'information, mais aussi votre retour. Donc aujourd'hui, ces outils-là, vous pouvez évidemment les consulter et je vous encourage aussi
à cliquer sur devenir membre, puisque c'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir toutes les informations sur les outils dont je vais vous parler au fil de cette présentation aussi, puisqu'ils accompagnent la démarche. Donc, on a souhaité communiquer sur les idées reçues, puisque on a constaté au fil des réunions qu'on avait, que ce soit au niveau national ou régional, qu'un certain nombre de réactions ou d'oppositions finalement à l'idée de se lancer dans un projet revenaient un petit peu toujours. C'était un petit peu toujours les mêmes. Et donc de la part notamment des maîtres d'ouvrage, mais bon, parfois aussi de certains bureaux d'études. On a voulu résumer les 10 freins les plus présents et y répondre, parce que depuis que certains obstacles ont été identifiés, donc depuis 2009 que Socol travaille à développer la filière et à la montée en compétence des acteurs, à la fiabilisation des projets. Beaucoup d'actions ont été menées, beaucoup a été fait. La filière, finalement, quand on regarde par rapport à toutes les autres filières des énergies renouvelables, c'est sans doute celle qui s'est le plus mobilisée au niveau des acteurs pour répondre aux questions en disant, ben voilà, là effectivement ça coince, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour arriver à résoudre certaines difficultés et répondre à des questions, à des inquiétudes de la part de la filière. Donc la première idée reçue qu'on a constatée, c'était bah, finalement dans le sud ça marche, mais une fois qu'on monte au-dessus de Lyon, ça vaut pas le coup. Donc on a voulu simplement rappeler quelques chiffres. Donc oui, effectivement, on a plus de kilowattheures par an, au plus on descend dans le sud puisqu'il y a plus de soleil, mais lorsqu'on regarde par rapport à l'année, et si on lisse sur l'année, finalement, les différences sur 70% de l'année, donc on n'a pas vraiment d'écart énorme. Donc ça, c'est toujours une question aussi de bien connaître les besoins, de bien dimensionner et de bien connaître aussi les technologies qui permettent de récupérer un maximum de calories, de stocker un maximum de calories, sachant que le solaire thermique est une technologie qui permet quand même de récupérer jusqu'à 80% du rayonnement solaire. Donc c'est quelque chose vraiment qui n'est pas toujours connu. Et pourtant, il faut avoir à l'esprit quand même que, par exemple, les pays nordiques sont ceux qui font le plus d'installations en ce qui concerne les mètres carrés installés. On a le Danemark, notamment, qui fait beaucoup de réseaux de chaleur, avec des centaines de milliers de mètres carrés qui sont installés. Et au Danemark, évidemment, on a moins de soleil qu'à Orléans. Donc voilà, c'est des réalités et on arrive à satisfaire des besoins de manière très performante. Les surchauffes. Alors ça, c'est sûrement de la part des maîtres d'ouvrage une objection que vous rencontrez, qu'en tout cas nous, on a rencontré souvent. Alors, on ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de soucis, hein, évidemment. On sait qu'à un moment, il y a eu quelques installations qui ont été surdimensionnées. Donc, on a aujourd'hui le recul nécessaire pour comprendre pourquoi. On sait que le surdimensionnement, en majorité, il a été lié à 2 facteurs. Soit une mauvaise connaissance des besoins, soit une mauvaise utilisation des outils de dimensionnement. Au lieu d'utiliser un logiciel de dimensionnement, eh bien, un bureau d'études qui a utilisé notamment un outil pour le calcul réglementaire. Ça n'a absolument aucun rapport. Le calcul réglementaire, lui, il permet de voir, une fois qu'on a dimensionné l'installation, combien on gagne de points par rapport à la réglementation. Mais en aucun cas, ça permet de dimensionner une installation. Ou alors, on va se retrouver, évidemment, dans un cas avec un surdimensionnement d'installation. Et ça, aujourd'hui, les bureaux d'études, on a beaucoup fait à la fois pour les informer et aussi, c'est quelque chose qui a été réglé en ce qui concerne le développement de la qualification 2014. Donc les bureaux d'études qualifiés sont tenus d'utiliser un logiciel de dimensionnement approprié. D'autre part, par rapport aux besoins,
On a aussi, avec Sokol, fait un travail qui a consisté à faire une étude exacte des retours terrain sur quels étaient réellement les besoins dans un certain nombre d'applications, le logement, les campings, la santé, enfin voilà, les applications les plus courantes. On a constaté dans plusieurs régions de France quels étaient les besoins réels. Et à partir de ces besoins, on a édité une fiche qui permet, en se basant sur ces ratios, d'être sûr de ne pas surdimensionner une installation. Et beaucoup de bureaux d'études utilisent aujourd'hui cette fiche, ils sont au courant. Et cette fiche, bien entendu, est disponible sur le site Sokol. Donc ça permet de s'appuyer évidemment sur des ratios pour éviter un surdimensionnement. D'autre part, le problème de l'application saisonnière parfois. C'est-à-dire parfois, on va savoir que par exemple, sur un gymnase, en été, on va avoir aucun puisage. C'est un gymnase peut-être qui est destiné à des collégiens ou à des lycéens. Donc la question se pose, est-ce qu'il faut faire du solaire sur ce genre d'installation? Souvent, la réponse est non. Donc tout simplement ne pas choisir des applications sur lesquelles le solaire ne se justifie pas, puisque c'est en été, évidemment, qu'on va avoir le plus de performance au niveau du solaire, et c'est là où il n'y aura personne pour l'utiliser. Donc ça peut être ni techniquement, ni économiquement intéressant. Mais il peut y avoir quand même des applications sur lesquelles on sait qu'il va y avoir des variations, mais on considère quand même qu'il est économiquement et techniquement intéressant de penser à réaliser du solaire thermique. Par rapport à ça, on va gérer les surchauffes probables grâce à des solutions techniques. Donc, ça peut être l'autovidangeable, ça peut être des capteurs solaires qui vont, dès qu'ils atteignent une certaine température, changer de performance. En fait, ça va permettre de gérer les surchauffes en faisant diminuer tout simplement la performance du capteur. Ça, c'est le revêtement qui a été développé pour permettre ce type de versatilité et donc d'éviter des surchauffes. Donc aujourd'hui, ces solutions techniques, elles existent. Donc, en dimensionnant correctement et en utilisant les technologies adaptées lorsqu'on sait qu'il peut y avoir des variations au niveau de la consommation d'eau chaude, ça permet d'avoir aujourd'hui des installations qui ne vont pas surchauffer, qui vont gérer les contraintes. Voilà, donc il faut savoir qu'on peut aujourd'hui répondre à cette question-là. Donc la surchauffe, le bureau d'études aujourd'hui est capable de concevoir une installation sans surchauffe en solaire thermique. La place, donc on a mis ici des ratios pour remettre les choses un petit peu en perspective. Si on part sur un exemple, donc là on a pris Paris, 50% des besoins. Sur une voiture inclinée, c'est 20 à 25 mètres carrés pour une petite, on a pris l'exemple du logement, 15 à 20 logements, et sur une toiture plate, c'est à peu près le double. Donc là aussi, les solutions techniques, elles s'adaptent à la configuration, et on voit que c'est tout à fait faisable. Après, évidemment, ça ne va pas être faisable sur tous les toits, mais là encore, c'est le rôle du bureau d'études de s'adapter et de conseiller par rapport à la configuration et aux besoins. Donc, on n'est pas sur par rapport notamment au photovoltaïque par exemple, on va avoir une production de kilowattheure au mètre carré, stockage compris, qui est bien plus importante au niveau thermique. Donc, on entend beaucoup dire aujourd'hui, ah ben on va mettre du photovoltaïque et puis on va produire l'eau chaude avec de l'électricité. Mais il faut savoir que dans ce cas-là, ça voudrait dire au niveau de la surface énormément de mètres carrés comparé à une solution identique en solaire thermique où là le stockage est compris évidemment déjà dans la solution. Ensuite, par rapport à la chaufferie, là aussi, donc si on regarde au niveau des ratios, pour la partie un peu plus au nord de la France, on est à 40 litres par mètre carré de capteur. Donc ça veut dire 1000 litres pour 15 logements. Un ballon de 1000 litres, c'est pas tout à fait, c'est pas du tout un souci.
sachant qu'en plus, les fabricants de ballons ont énormément de solutions. Ça peut être un ballon de 1000 litres, 2 ballons de 500, en fonction de la configuration de la chaufferie. Il y a même des ballons de stockage particuliers qu'on peut utiliser, qui sont adaptés à des configurations sur lesquelles, par exemple, la chaufferie, ben, on a une entrée de porte qui est un peu petite. Donc voilà, les fabricants ont des solutions adaptées et donc c'est en général pas un frein à l'installation. La maintenance, c'est quelque chose sur laquelle on a beaucoup travaillé cette année. On a eu des retours de la part de maîtres d'ouvrage qui nous ont un petit peu aiguillés sur des difficultés qu'ils pouvaient éprouver avec des exploitants. Donc on travaille avec les exploitants, l'ADEME également travaille aussi avec nous, avec les exploitants, en les mobilisant aussi de son côté, pour premièrement, mettre en place des formations adéquates, puisqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un manquement quelque part en ce qui concernait la formation. Donc aujourd'hui, c'est en cours de résolution, puisqu'on met en place avec la Fédération des exploitants, la FEDEN, un référentiel de formation. Et donc, on travaille ensemble pour une meilleure formation des exploitants au solaire thermique. Donc, la question de la maintenance qui parfois est chère, pourquoi elle est chère? Parce que l'exploitant n'a pas une bonne maîtrise de l'installation. Parce qu'il n'a peut-être pas la bonne formation. Donc ça va être résolu dans les prochains mois. Et deuxièmement, parce qu'il n'a pas une bonne prise en main de l'installation. Et ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on permet de résoudre grâce à une démarche de mise en service dynamique. C'est quoi? C'est une documentation pendant la mise en service sur plusieurs mois de l'installation. On a produit des documents qui permettent très simplement au maître d'ouvrage de demander à la fois au bureau d'études, à l'installateur et aux fabricants de capteurs et de régulation à minima d'être présents pendant cette période, c'est-à-dire qu'ils continuent à être impliqués en fait pendant toute la période de mise en service dynamique. Et donc, pendant 3 à 6 mois, l'installation, elle est suivie et on vérifie qu'elle fonctionne bien tel que c'était prévu pendant, justement, au niveau de l'étude de faisabilité qui a été menée. Et donc, ça veut dire que l'exploitant, il est déjà impliqué en tant qu'observateur pendant cette période de mise en service dynamique et donc il connaît l'installation. Connaissant l'installation, il ne va pas de ce fait pouvoir, on va dire, argumenter, entre guillemets, qu'il doit, entre guillemets, appliquer une prime de risque sur le prix de sa prestation, puisque il connaît l'installation. Parce que ça, c'était une autre difficulté, l'exploitant qui arrive, qui prend en main une installation et qui n'a pas le schéma de principe, qui ne sait pas si l'installation est performante. Donc aujourd'hui, avec cette étape de mise en service dynamique documentée, on n'a pas ce souci-là, l'exploitant connaît l'installation et donc on part avec un suivi qui est mis en place dès le départ sur une maintenance plutôt curative. Donc aussi au cours du suivi, évidemment, il y a une alerte avec quelque chose qui ne fonctionne pas comme ça devrait, ben, l'exploitant est alerté, il intervient. Et il peut même intervenir aujourd'hui, dans certains cas à distance, avec des régulations qu'on peut manipuler à distance lorsque c'est un problème de régulation, par exemple. Donc voilà, c'est quelque chose qui aujourd'hui est vraiment plus du tout tel que c'était, par exemple, il y a 5 ans. Et l'accompagnement SOCOL, il est là pour aider les maîtres d'ouvrage à mettre en place cette phase de mise en service dynamique, avec très prochainement aussi, en libre accès sur le site, des documents juridiques types pour, par exemple, intégrer la nécessité d'intégrer cette phase par rapport aux acteurs impliqués et que ça soit clair dès les documents de marché, que les maîtres d'ouvrage l'intègrent à leur demande. La prédictabilité des logiciels de calcul, ça, alors on l'a un peu moins souvent maintenant, mais c'est vrai qu'on l'entend encore. Parfois, on avait prévu
on m'avait dit qu'on allait économiser tant, et puis c'est pas le cas. Alors le retour qu'on a, c'est que les logiciels de calcul, ils sont très fiables. Et sur les installations qui sont suivies, on est vraiment très très proche de ce qui avait été prévu pendant l'étude. Donc par contre, évidemment, il faut que le dimensionnement ait été bien fait, que l'installation, encore une fois, ait été conçue de manière correcte. Donc là aussi, ça veut dire utiliser des schémas qui sont simples. Donc encore une fois, se référer à la schémathèque Socol, qui est la schémathèque retenue par le Fonds Chaleur pour bénéficier des aides du Fonds Chaleur. Donc il y a en général pas de souci à ce niveau-là. Et donc l'énergie solaire, c'est quand même la seule énergie qui permette de vraiment constater ce qui est réellement produit en kilowattheure. Ça, c'est quelque chose qui est quand même un atout. Il faut le voir vraiment comme un atout et pas comme une contrainte. On a aussi des remarques, alors ça c'est plus de la part de bureaux d'études qui nous disent la solaire thermique, quand on rentre les paramètres dans les moteurs de calcul RT 2012, finalement, on obtient une mauvaise valorisation du solaire thermique. Et ça, c'était vrai jusque début 2017. En fait, on s'est rendu compte dès 2013 que certains paramètres par défaut dans les moteurs de calcul n'étaient pas bons, notamment en ce qui concernait la sonde sur température par rapport aux valeurs par défaut. Et on a réussi, avec les actions qu'on a pu mener auprès des pouvoirs publics, de montrer que cette erreur en fait dans les paramètres faisait que les résultats qui sortaient en fait lorsqu'un bureau d'études rentrait la simulation sur un logiciel de moteur de calcul, faisait qu'on n'obtenait pas réellement la vraie contribution en point d'énergie primaire par rapport à la réalité du terrain. Et donc aujourd'hui, les paramètres ont été remis tels qu'ils correspondent à la réalité du terrain. Et donc ça veut dire qu'on a revalorisé, et aujourd'hui si on refait la même simulation en 2017 par rapport à ce qui a pu être fait dans les années précédentes, on va voir que le solaire thermique apporte réellement, en fait, on est entre 15 et 18 points en moyenne de points donc, pour ce qui est d'énergie primaire. Donc ça veut dire qu'il faut reconsidérer cette idée reçue qui n'était pas, qui était exacte jusqu'à présent. Et il faut avoir conscience que c'est rétabli et qu'aujourd'hui, le solaire thermique est enfin valorisé par rapport à la réalité du terrain. On a mené une étude l'année dernière dans le cadre aussi de la réglementation toujours, dans la possibilité d'aller au-delà des exigences de la réglementation. C'est-à-dire, notamment, si on veut bénéficier du bonus de constructibilité, donc ça fait 1 an à peu près que cette possibilité existe. Donc si on va 20% au-delà des exigences de la RT 2012, on peut bénéficier d'un bonus de constructibilité qui peut aller jusqu'à 30%. Et donc le CRIGEN a réalisé une étude. Donc le CRIGEN, c'est un laboratoire indépendant de Engie qui a réalisé une étude, et ils ont regardé sur des bâtiments R+2 et R+4 dans les 3 régions de l'ART globalement, qu'on a ici schématisé entre nord, centre et sud. Et on a regardé quelles énergies permettaient d'atteindre le niveau moins 20% sans avoir à investir le plus. Et on s'est rendu compte que sur la totalité des 3 zones, c'était la chaleur solaire qui était la seule énergie qui permettait d'atteindre la performance de 20% de mieux que la RT 2012 sans avoir à toucher au bâti. Sur toutes les autres solutions, dans une ou plusieurs régions, on est obligé de rajouter de l'isolation sur le bâtiment pour atteindre cette performance, c'est-à-dire que
rajouter, par exemple, simplement une chaudière bois pour produire l'eau chaude sanitaire ou autre, ça ne suffit pas. Il faut isoler, la PAC c'est pareil. Et alors qu'en chaleur solaire, là, on obtient directement les 20%, vraiment de manière très très simple, on va même au-delà en fait. Hein. Et donc, sans avoir à toucher à l'isolation, sachant que dès qu'on va au-delà des exigences RT 2012, finalement, l'isolation coûte, cette petite marge en plus coûte relativement cher. Donc, en moyenne, en rajoutant une production d'eau chaude sanitaire par le solaire, on rajoute 18 points, donc comme je disais tout à l'heure, en moyenne 18 points de CEP sur le poste eau chaude. Donc quand on sait que globalement, en moyenne, hors dérogation, on devrait être à 50, 18, ça représente quand même pas mal. Donc si on regarde cette étude, c'est quand même très valorisant pour la chaleur solaire. Et si on met ça en perspective avec une autre étude qu'on a faite également donc en 2016 et dont les résultats sont parus début 2017, on voit que les prix donc, du mètre carré, on prend en général lorsque l'on va considérer un investissement solaire, eh bien, on les a considérés au niveau de cette étude aussi, avec des prix au kilowattheure. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les prix au mètre carré, ça ne mettait pas vraiment le solaire thermique dans la perspective réelle de sa performance. Parce qu'on compare un mètre carré de capteur solaire thermique, qui lui inclut du stockage, à un mètre carré de photovoltaïque notamment, qui lui, c'est de la production instantanée en fait qu'on va reverser sur le réseau. Le stockage n'est pas inclus dans le prix du mètre carré de photovoltaïque. Et en plus, comme on l'a vu tout à l'heure, on n'a pas du tout le même rendement. Hein, si vous vous souvenez des chiffres qu'on avait tout à l'heure sur la diapo, on est à entre 70 et 80% du rayonnement solaire qui est restitué par le solaire thermique, alors qu'on est plutôt sur du 15 à 20% pour le photovoltaïque. Donc, ça veut dire que finalement, la meilleure manière de regarder la productivité et la performance d'un système solaire, c'est de regarder le prix au kilowattheure et en incluant évidemment sur 20 ans les coûts de l'installation, mais aussi tout ce qui est maintenance, etc. Donc, si on regarde ça maintenant, on compare ce qu'on avait, le prix au mètre carré, on est entre 700 et 900 donc euros du mètre carré, donc ça c'est pour le solaire thermique. On est sur 20 ans sur un gain qui représente, donc si on prend le centre, 61% de gain si on fait une installation d'eau chaude sanitaire par rapport à ce qu'on aurait si on restait ici par exemple en gaz, tout gaz sur 20 ans, ce qui correspondrait dans le centre à quasiment la moitié de ce qu'on va consommer en chauffage. Donc ça, c'est une autre manière de regarder sur 20 ans la production de kilowattheure. Et si on regarde en coût d'investissement, hors aide, on est à peu près 13 centimes sur une installation de 50 mètres carrés. Et donc ça veut dire que là, on est 13 centimes du kilowattheure. Donc on ne parle plus du coût du mètre carré, parce que finalement, est-ce que ça parle à maître d'ouvrage de se dire je suis entre 700 et 900 euros du mètre carré? Non, l'investissement sur 20 ans, combien me revient le kilowattheure? Maintenance comprise, tout compris, sachant que là, au niveau du solaire thermique, évidemment, on offre la stabilité, puisque une fois qu'on a pris en compte l'installation, donc là en plus on a pris dans ce chiffre en compte le coût de remplacement non pas des capteurs, hein, puisqu'on sait que les capteurs ils ont une durée de vie entre 30 et 40 ans sans aucun souci, mais de remplacer le stockage une fois pendant la période, ce qui est très pessimiste puisque on sait très bien qu'en moyenne la durée de vie d'un ballon c'est 18 ans. Et on a quand même, du coup, on a quand même pris en compte le coût du remplacement d'un ballon, ou de plusieurs ballons, hein, en l'occurrence, selon la taille de l'installation, sur 20 ans.
et on se retrouve avec ce chiffre-là, hein, 12,9 centimes le kilowattheure. Bon, là, on est plutôt dans le sud. C'est pas énorme. On est aux alentours de 13 centimes, hein, quel que soit la région, entre 13 et demi. Donc ça veut dire que cette perspective-là, elle parle aux maîtres d'ouvrage dans le sens où aujourd'hui le prix des énergies fossiles est très bas. Donc évidemment, on va être inférieur à ça lorsqu'on va considérer du gaz, mais par contre, on ne sait pas vraiment combien ça va être au niveau de l'évolution sur les 20 prochaines années. Alors que là, on a une stabilité totale et le prix du kilowattheure, il ne peut pas être supérieur à ça, étant donné que le soleil n'a pas de prix. Donc si on remet ça dans la perspective de l'étude du CRIGEN, donc dans le centre, pour le petit collectif, le coût global sur 20 ans hors aide, finalement, si on compare à la biomasse, à du gaz collectif ou à du gaz individuel, avec les coûts totaux comprenant l'installation et l'exploitation, toujours dans cette perspective de dire est-ce que je vais au-delà de 20% donc par rapport à la performance RT 2012, et bien finalement c'est le solaire thermique qui se retrouve sur 20 ans être le moins cher. Et on regarde que c'est aussi lié, comme je le disais tout à l'heure, hein, au coût du bâti, puisque on est par rapport à du gaz collectif, si on veut atteindre la même performance, on va devoir avoir 90 000 € de coûts supplémentaires pour atteindre la performance RT 2012 moins 20% par rapport à une installation chaleur solaire par rapport au bâti. Et on est sur un coût d'exploitation à peu près similaire. Voilà, donc ça ce sont des chiffres sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer par rapport à cette étude, je pense, pour remettre les choses en perspective par rapport à un maître d'ouvrage. Donc si on regarde juste l'investissement, donc là on n'est plus sur la partie sur 20 ans, on est sur la partie plutôt, on prend le coût au mètre carré et on le ramène au kilowattheure annuel. On a voulu faire ça pour avoir aussi une idée un peu plus concrète. Voilà, aujourd'hui, si je compte juste mon investissement, combien va me coûter mon kilowattheure annuel produit? Et on voit qu'on est entre la taille de l'installation entre des grandes ou des plus petites installations, on est entre 1 à 1,5 € par kilowattheure annuel produit. Donc ça vous donne aussi une idée. C'est pour regarder le solaire thermique différemment. Encore une fois, le coût mètre carré, il ne parle pas vraiment au maître d'ouvrage. Donc là, c'est un peu aussi l'idée de vous donner des chiffres un peu plus parlants pour puisse vous aider dans vos démarches auprès des maîtres d'ouvrage. Et je répète encore une fois que là, on inclut évidemment le coût du stockage qui est à peu près la moitié du coût. Très important, cette notion, on s'est rendu compte qu'elle n'était pas vraiment prise en compte par les maîtres d'ouvrage, ils ne le réalisent pas. La durabilité, donc comme je disais tout à l'heure, on a des capteurs solaires qui aujourd'hui ont 40 ans qui fonctionnent toujours, donc ça on le sait. On a une notion aujourd'hui qui est beaucoup plus importante, c'est la notion du coût du recyclage, du coût en fait environnemental de l'énergie. Et on sait qu'en solaire thermique, tout est recyclable, hein, parce que finalement au niveau des capteurs, c'est soit du cuivre, soit de l'aluminium, c'est du cuivre au niveau des tuyaux, c'est une vitre, et après c'est un revêtement sur cette plaque de cuivre d'alu. Ça a un coût environnemental vraiment très 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 faible, sans compter que en France, la plupart des capteurs sont fabriqués soit en France, soit en Europe, c'est-à-dire en Allemagne, en Autriche. Voilà, donc on n'est vraiment pas sur un produit qui a un coût environnemental élevé, et ça va devenir de plus en plus important. Donc par rapport aussi aux émissions de CO2, en début de semaine, on a eu une déclaration donc, de Nicolas Hulot par rapport à la contribution climat-énergie qui va être de plus en plus forte. Et donc, si on regarde par rapport à ça,
le solaire thermique a un atout, je pense, qui est probablement, par rapport aux autres énergies, la, à la fois sur son cycle de fabrication, sur son recyclage et sur finalement la carbonisation de la production sur le long terme. On n'a pas encore les résultats d'études, mais on sait que ça va être vraiment un positionnement très très bon pour le solaire thermique. Et donc, par rapport au maître d'ouvrage, donc si on veut conclure sur finalement la question la plus importante, hein, finalement, ça n'intéresse plus les maîtres d'ouvrage, c'est plus intéressant pour eux. On a à la fois la question du neuf et la question de la rénovation. Donc, dans la question dans le neuf, bon, je suis revenue de manière assez importante tout à l'heure sur la partie réglementation. Donc, par rapport aux études dont je vous ai parlé, on voit que le solaire thermique se positionne très très bien dans une optique d'aller au-delà de la RT 2012, et donc ça vous permet quand même d'agir sur notamment ce bonus de constructibilité. Ça peut être très intéressant par rapport au maître d'ouvrage. Et au niveau de la réglementation qui se prépare, avec l'empreinte CO2, c'est vraiment sur le long terme quelque chose qui est important et qu'il faut prendre en considération. C'est un avantage certain pour le solaire thermique. En rénovation aujourd'hui, on est vraiment embêté, pas uniquement en ce qui concerne le solaire thermique, mais c'est pour tout ce qui est le chaleur renouvelable dans son ensemble, puisqu'on a un prix très bas des énergies fossiles. Donc, on n'a pas aujourd'hui de visibilité. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, depuis 3 ans, le prix est bas. Mais si on regarde la courbe globale ces 20 dernières années, il y a eu des pics en haut, des pics en bas, mais la tendance globale, elle est quand même toujours à la hausse. La courbe, elle monte, hein, même si de temps en temps, elle descend, de temps en temps, elle remonte. On est sur le long terme vraiment sur une augmentation. Et encore une fois, on ne peut pas ignorer aujourd'hui la trajectoire donc, de la contribution climat-énergie. On parle de 100 € la tonne en 2030. En faisant un calcul rapide par rapport à ce qu'économise la chaleur solaire par rapport à, par exemple, une chaudière fuel qui aurait un rendement de 80%, on s'est amusé à faire des petits calculs rapides ici, donc qui seront bientôt en ligne sur le site Sokol. Ça peut représenter en 2030 jusqu'à 4 centimes quand même par kilowattheure. Donc c'est pas du tout négligeable. Donc voilà, aujourd'hui, dans le neuf, on a quand même cet avantage au niveau du bonus de constructibilité. Là, tous les chiffres que je vous ai donnés, ils sont hors aide. Donc évidemment, lorsqu'on a en plus les aides du fonds chaleur, on va pouvoir réduire entre 50 et 65% d'aide par rapport au coût qu'on a donné. Ça veut dire que le kilowattheure, il peut passer entre 5 et 7 centimes à l'investissement. On était tout à l'heure, hein, si vous vous souvenez, entre 1 € et 1,50 € du kilowattheure annuel en tenant compte de l'investissement. Donc ce sont des chiffres qui sont quand même intéressants, surtout quand, encore une fois, on va intégrer très prochainement le prix du centime avec la contribution climat-énergie. Et donc, le but de cette présentation aujourd'hui, c'était aussi de vous donner ces éléments qui sont relativement nouveaux, tant en ce qui concerne la réglementation, mais en ce qui concerne aussi ces résultats d'études qu'on a pu mener par rapport à des prix au kilowattheure qu'on n'a pas toujours. De vous, justement, dans cette optique-là, de vous alerter un peu sur le bonus de constructibilité, hein, jusqu'à 30% de droits à construire supplémentaires en atteignant ces 20% de mieux que la RT 2012. Donc ça veut dire du coup que le solaire thermique est très bien positionné. Donc les résultats de cette étude vont être très prochainement en ligne avec une plaquette d'informations à la fois en ligne et que vous pourrez nous demander, donc si vous en avez besoin, vous, pour vos démarches dans vos rendez-vous au quotidien. On va en imprimer quelques milliers, là, donc on peut vous en faire parvenir. Je vais juste terminer par
ce par quoi j'ai commencé. Donc, l'accompagnement Socol, c'est-à-dire que tout ce dont je vous ai parlé aussi là pendant cette présentation, la fiche de ratio dimensionnant, la schémathèque, les outils pour la mise en service dynamique, ils sont disponibles sur le site Socol. Ils accompagnent tous les acteurs à toutes les étapes du projet, pendant la conception, la réalisation, c'est-à-dire aussi choisir l'acteur qui est qualifié, donc il y a des informations sur les qualifications, les formations, les outils à disposition pour aider au niveau de la réception, au niveau de la mise en service dynamique dont je parlais tout à l'heure, au niveau de la mise en route du suivi. À chaque fois, vous retrouvez sur le site, donc c'est classé par étape. Donc vous avez, pour la préprogrammation, vous avez un outil qui s'appelle Outisol, qui est un petit logiciel qui vous donne, donc il est en ligne et il permet de donner au maître d'ouvrage en quelques minutes une première estimation de la rentabilité technico-économique de son projet. Donc ça, vous pouvez vous en servir aussi. Ils s'en servent beaucoup en Corse et en Corse, le retour qu'on a de l'ADEME là-bas, c'est que c'est un outil qui les aide pas mal justement lors de leur démarche pour conseiller un petit peu au niveau des faisabilités technico-économiques des projets, pour avoir une première approche. Vous avez ensuite les livrets d'aide à la mise en phase dynamique et au suivi, avec au niveau du suivi aussi un cahier des charges qui permet de savoir justement en fonction du type de suivi qu'on a choisi, et donc il y a un livret pédagogique qui aide à choisir le type de suivi, qu'est-ce qu'on doit retenir au niveau à la fois du service qu'on veut choisir, au niveau du matériel qu'on veut installer, quelles sont les options. Il y a un petit catalogue en ligne avec divers fabricants qui proposent plusieurs types de matériel, et aussi des organismes de services de suivi avec des idées de coûts aussi, de prix. Voilà, donc ça aide aussi à ce niveau-là. Et donc, tous ces outils-là, on les retrouve sur le site internet en libre accès. Et n'hésitez pas à y aller faire un tour et à vous connecter et à vous inscrire pour recevoir les informations. Voilà, donc je vais réactiver les micros pour vous permettre de poser vos questions. Alors là, théoriquement, certaines personnes qui n'ont pas leur micro actif, mais sinon, normalement, vous devriez tous pouvoir poser vos questions. Donc, je vous écoute. David, à l'ADEME Orléans, je voulais préciser qu'on avait aussi comme participants des conseillers info-énergie qui sont dans certains départements de notre région, qui sont en lien avec donc le particulier, et leur objectif, c'est aussi de placer du solaire thermique collectif éventuellement dans des copropriétés. Donc, s'ils souhaitent intervenir, s'ils ont des questions, c'est le moment. S'ils nous entendent. Je ne sais pas si ça fonctionne. Moi, je vois des micros qui sont activés, sauf effectivement, il y a un micro que j'arrive pas à activer au niveau de l'ADIL EIE 45. Je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'activer. Je pense que la personne a coupé son micro, mais ne l'a pas réactivé. Bah non, il est allumé. Ah. Je le vois en rouge, mais bon, c'est pas grave. En ce qui concerne les copropriétés, on a travaillé avec l'ALE de Montpellier. Je vois pas mon micro, je suis désactivé. Allô? Bah, il est désactivé mon micro. Elle me le voit activé. Oui, on vous entend, on vous entend. Ah, c'est bon. Ok. Je disais que oui, on a travaillé avec l'ALE de Montpellier sur un guide sur justement les copropriétés, le solaire thermique dans les copropriétés, qui sera bientôt en ligne
à la fois sur le site de l'ALE de Montpellier, mais aussi sur le site Socol très prochainement. Donc là encore, si vous vous abonnez à la newsletter, vous serez alerté lorsqu'il paraîtra. Et donc, ça peut peut-être vous aider au niveau de tout ce qui est EIE, etc. Parce que c'est un travail qu'on a fait aussi, qui a été validé par l'ADEME au niveau national. Donc voilà, je vous signale que ce guide-là sera bientôt disponible, donc ça peut peut-être vous aider dans vos démarches aussi pour accompagner les copropriétés. Moi, j'avais une question sur la qualification bureau d'études RGE 2014. Hein. Est-ce que le cahier des charges de cette qualification impose au bureau d'études d'obligatoirement proposer la mise en service dynamique? Alors actuellement, non, pas encore, parce que justement, on veut être synchro avec le fonds chaleur, donc ce n'était pas une obligation jusqu'à présent. Et donc, on a effectivement une réunion qui va se tenir avec l'OPQIDI pour l'intégrer, pour que ça soit mis en conformité en fait. Hein. Donc aujourd'hui, on impose au 2014 par contre de proposer un suivi. Donc de comprendre comment fonctionne le suivi, d'être capable de proposer un suivi adapté et soit de le proposer eux-mêmes, soit de le sous-traiter de manière adéquate. Mais la mise en service dynamique, elle n'avait pas encore été intégrée, donc elle va l'être. C'est un des objectifs là pour que ça soit synchronisé effectivement avec l'année 2018. Améliorer le confort, voilà, d'accord. Voilà. On n'a pas compris la question là. Je sais pas qui est-ce qui est intervenu. Non, ah oui, j'ai pas entendu là moi. Après, si votre micro marche mal, vous pouvez aussi envoyer une question par le chat si vous souhaitez. Là, j'entends pas trop. C'était contre l'humidité ou contre la vapeur d'eau? Je sens qu'il y a quelqu'un qui n'a pas coupé son micro mais qui parle. En fait. D'accord. Ok. Moi, j'avais un autre élément à apporter là sur effectivement la production en kilowattheure au mètre carré. Donc ça, c'est du mesuré, hein, c'est pas du théorique. En région centre, un mètre carré de photovoltaïque va vous produire 150 kWh par an, alors qu'on a des installations solaires thermiques qui peuvent produire 3 à 4 fois plus sans problème. Donc c'est aussi l'idée reçue hein, sur le PV qui produit plus. Non, c'est pas vrai. Hein. Enfin, déjà par rapport à tout ce que vous aviez expliqué tout à l'heure. Et puis concrètement, on a des installations qui ont ces productions effectivement beaucoup plus importantes en solaire thermique. Mais encore faut-il bien sûr que ce soit bien dimensionné et que ce qui est capté soit utilisé. Tout à fait. Mais c'est pour ça que là, et donc aussi par rapport aux travaux qu'on est en train de mener au niveau des préconisations au niveau national, donc par rapport à ce que nous a demandé de faire l'ADEME, c'est de regarder aussi des installations qui vont permettre d'optimiser le bouclage d'eau chaude sanitaire. Parce que souvent, les idées reçues sur quand on a vu tout à l'heure, ah mais ça ne produit pas ce que les logiciels promettent, en fait, c'est parce qu'il y a une confusion souvent qui se fait, et ça, c'est pas du tout propre au solaire thermique. Mais malheureusement, comme le solaire thermique, c'est la seule production de chaleur renouvelable qui soit suivie, eh bien, c'est à l'occasion d'un suivi lorsqu'on a mis en place du solaire thermique, on se rend compte qu'on a énormément de pertes au niveau de la boucle d'eau chaude sanitaire. Mais ça, c'est pas à cause du solaire, mais c'est le solaire qui révèle finalement, malgré lui, cet état de fait. Et donc, cette perte-là, elle existait, par exemple, si auparavant on avait simplement une chaudière à gaz ou au fioul qui produisait l'eau chaude sanitaire, mais on ne s'en rendait pas compte. Simplement, on continuait à acheter du gaz et du fioul, et puis point barre. Et comme l'étude au niveau du solaire thermique, elle porte sur les besoins finalement au robinet,
on part sur un taux de couverture, mais en fait, on se rend pas, enfin, le maître d'ouvrage ne réalisait pas que finalement, les kilowattheures, ils allaient aussi servir, évidemment, à couvrir les besoins globaux. Donc finalement, par rapport à ça, parfois les maîtres d'ouvrage sont déçus pour quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le solaire. Par contre, le solaire, dans certaines configurations, le solaire, par exemple en été, si on dimensionne justement par rapport à des besoins assez conservateurs, en été, finalement, on va permettre de couvrir des besoins beaucoup plus importants. Et dans certains cas, on va être capable, et ça a été utilisé à titre expérimental dans quelques installations, et on voit que dans certains cas, finalement, on peut récupérer des kilowattheures en plus l'été pour aider à avoir moins de pertes au niveau de la boucle d'eau chaude sanitaire. Et donc là-dessus, on est en train de travailler pour voir comment on peut encourager peut-être ce type de configuration tout en le bordant techniquement pour qu'il n'y ait pas de contre-référence, bien évidemment, parce qu'on a été refroidi et on ne veut surtout pas tomber dans des situations où on aurait des installations qui ne fonctionneraient pas ou qui fonctionneraient mal. Mais donc ça, c'est aussi quelque chose aucune autre énergie ne peut finalement apporter de manière entre guillemets gratuite, quoi. C'est-à-dire que il n'y a aucune consommation supplémentaire, quoi. Le soleil, on en a un peu plus pendant une certaine saison, il apporte un bonus en quelque sorte. Et donc voilà, ça fait partie des travaux. Sur l'histoire de la boucle CS, c'est un peu de notre faute aussi à l'ADEME, parce que dans le fonds chaleur, c'est quelque chose qui n'a pas été intégré dès le départ. Et on est resté sur un calcul du taux de couverture uniquement sur les besoins au robinet, effectivement. Mais dans le suivi des installations, on s'aperçoit que 90% de l'énergie consommée est dissipée par la boucle. Et que le solaire, il est là pour, dans le meilleur des cas, couvrir 50% des 10% qui restent. Sauf qu'on a vendu au maître d'ouvrage un gain sur 50% de sa consommation totale initiale. Donc forcément, à un moment, ça fait un couac. Par contre, sur le suivi énergétique, de toute façon, pour tout ce qui est ENR thermique, à l'ADEME, on impose du suivi, mais pas plus tard qu'hier, j'étais dans une installation où c'était de la géothermie qui devait contribuer pour partie à la production de l'ECS. Et le maître d'ouvrage arrivait aussi au constat qu'il avait une boucle CS qui lui consommait beaucoup d'énergie, notamment l'été, pour un très faible puisage, quoi. Donc bon, c'est pas que propre au solaire. Après, le solaire, effectivement, l'énergie renouvelable est effectivement 100% gratuite. Ce qui n'est pas le cas de la géothermie ou du bois, où il faut acheter le bois ou la géothermie, il faut acheter l'électricité ou alors du combustible à mettre dans la chaudière. L'installation est faite. Oui, c'est pour ça que je parlais de bonus en fait. Parce qu'en fait, on va dimensionner l'installation, on sait que ça va couvrir tant du besoin, mais ensuite, s'il y en a plus, dans certaines configurations, on peut prévoir effectivement ce genre de choses. Et ça, voilà, c'est un atout en plus pour le solaire therme, quoi. Alors, nous, à Orléans, on a surtout autour de la table des conseillers en énergie partagée, donc leurs interlocuteurs, ce sont les collectivités. Et bon, c'est pas tous les jours qu'on rencontre un équipement où on peut effectivement proposer une solution solaire en neuf ou en rénovation, ou alors sur des gros projets d'équipements sportifs, ils sont pas forcément toujours dans la boucle. Mais bon, maintenant, ils vont être beaucoup plus vigilants sur le sujet. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Tout le site est centralisé sur le chaud sanitaire, pas forcément le chauffage thermique. Vous avez entendu la question? Alors, oui. Alors oui, au niveau du chauffage, c'est vrai que là, la quasi-totalité des projets sont sur l'eau chaude sanitaire. Après, on a également des
systèmes de chauffage. Et justement, ça fait partie des travaux aussi qu'on est en train de développer aujourd'hui. On a déjà intégré l'année dernière un chauffage, pardon, un schéma Sokol qui montre une installation qui va aussi permettre d'alimenter des chauffages, en fait, des radiateurs. Donc là, on va par rapport à ça, on va rajouter, à partir de l'année prochaine, on aura certainement beaucoup plus de schémas à proposer qui intégreront la possibilité de faire du chauffage. Il y a des travaux aussi qui sont menés avec l'ADEME et le CSTB pour une meilleure prise en compte dans le moteur de calcul de la réglementation thermique de ce système-là, donc du système SSC. Et donc oui, c'est quelque chose qu'historiquement on a moins considéré, mais qu'aujourd'hui on tend de plus en plus à intégrer dans les travaux. Et d'ailleurs, c'est un des sujets, j'en profite pour vous signaler que le 17 octobre, nous avons notre journée nationale dédiée au solaire thermique, pas uniquement au solaire thermique collectif, solaire thermique dans son ensemble, donc à Paris, les états généraux de la chaleur solaire. Et que donc, par rapport à ça, donc vous pouvez bénéficier donc en tant que membre du réseau ADEME de l'entrée gratuite avec le code ADEME 17 en vous inscrivant en ligne sur notre formulaire. Et on va traiter notamment dans la table ronde technologique sur justement le chauffage solaire, à la fois d'un point de vue un peu technique et d'un point de vue un peu réglementaire. Donc il y aura des interventions à la fois du CSTB et puis d'un industriel qui présentera aussi au niveau de la technologie, voilà. Donc vous pouvez trouver, si vous allez sur le site Sokol, il y a un article sur les états généraux de la chaleur solaire, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire. Sur des systèmes de chauffage, là, par exemple pour des bâtiments tertiaires ou écoles qui peuvent concerner nos CEP, est-ce qu'on est sur des systèmes où, parce que bon, de toute façon, quand le soleil produit en mi-saison, il y a déjà les élèves dans la classe, on ne va pas rajouter de la chaleur, mais est-ce qu'on est sur une option où on va stocker et restituer l'énergie, par exemple la nuit, pour qu'au petit matin, quand on arrive dans le bâtiment, on puisse profiter d'une température intéressante et gratuite. Oui. On est sur ces optiques-là. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs systèmes, justement. C'est pour ça que le CSTB travaille sur ces technologies en ce moment, parce qu'il y a plusieurs systèmes, effectivement. Ça peut être un de ces systèmes-là. Donc, il peut y avoir du direct, mais il peut aussi y avoir du stockage. Et donc, avec les technologies dont je parlais en début de présentation, qui permettent de gérer les surplus en été au niveau technologie. Par exemple, si on est sur de l'auto-vidangeable, on va pouvoir dimensionner pour pouvoir justement, dans le cas d'une école, avoir du chauffage en hiver, supplémentaire avec le solaire, mais en gérant au niveau technique pour qu'il n'y ait pas de surchauffe en été. Donc en mettant une technologie auto-vidangeable ou des capteurs, style le capteur, ce qu'on appelle un changement de phase, un peu dans le jargon, mais qui c'est pas tout à fait... la technologie, en fait, c'est baisse de la performance automatique du capteur dès qu'on atteint une certaine température. Donc c'est vrai que pour les écoles, ça peut aussi être intéressant, parce que finalement, on a plus de besoins dans le chauffage que dans l'eau chaude sanitaire, sauf s'il y a des logements de fonction, évidemment, au niveau de l'école, quoi. Au niveau des municipalités, on a aussi les piscines. Donc les piscines aussi, c'est aidé par le fonds chaleur. Donc c'est des technologies qui sont un peu différentes. Ça peut être des technologies similaires, mais ça peut aussi être carrément des capteurs, ce qu'on appelle des capteurs moquettes, pour réchauffer l'eau de la piscine.
Ça aussi, voilà, on n'y pense pas forcément. Sur le site Sokol, vous avez, dans l'onglet technologie, vous avez des renseignements aussi supplémentaires sur ces technologies-là. Donc, sur les capteurs spécifiques pour le réchauffement des piscines. Question. On n'a plus de questions ni de remarques. Pour ce qui nous concerne à Orléans, on vous remercie. Je ne sais pas si les autres participants, via le chat ou via leur micro, avaient des remarques ou des questions, mais j'en vois pas là pour l'instant. Non, j'en vois pas, non. Après, s'il y a d'autres remarques ou d'autres questions qui viennent, il n'y a pas de souci. Enfin, moi, voilà, vous pouvez me contacter. Vous pouvez aussi poser des questions en vous connectant sur le site Sokol. Il y a un petit, donc le lien de contact, il permet de s'inscrire, il permet de poser des questions, il permet de faire des suggestions. N'hésitez pas à vous rendre sur ce site, à cliquer sur le bouton, vous rentrez juste 2-3 coordonnées et nous, après, on vous inscrit, vous recevez aussi toutes les mises à jour, toutes les informations sur le site. Voilà. Et ça vous permet d'être au courant de ce qui se passe en solaire thermique. Ok. Bon, ben merci. Et puis, s'il y a des questions, ben, je pourrais vous les relayer si elles ne sont pas posées en direct sur votre site. Oui, pas de problème. Voilà. Bon, ben, écoutez, je vous remercie en tout cas. Et puis, voilà, n'hésitez pas. J'espère que ça va vous aider.